Les perles du jour. Les premières peines sont tombées pour les émeutiers arrêtés samedi soir en marge de la victoire du PSG. Oui, Maud, Bruno Retailleau s'en inquiétait justement. Eh bien, les premières sanctions sont tombées durant les comparutions. On rappelle qu'il y avait 8000 policiers mobilisés, donc il y avait effectivement une présence policière suffisante. 312 gardes à vue, et on a assisté pendant cette soirée à des comportements, des attitudes et des gestes qui sont absolument inqualifiables. Quand Bruno Retailleau parle de barbarie, c'est le moins qu'on puisse dire. Barbarie, c'est quand il y a absence de civilisation et d'empathie. On comprend lorsqu'il y a une manifestation dans un conflit politique ou une confrontation sociale, qu'il y ait des casseurs, des black blocs qui viennent, c'est dans le contexte. C'est pas bien, c'est interdit, c'est très mal. Mais bon, c'est dans un contexte où il y a... Mais quand on fête une victoire pour une équipe de foot gagnante et qu'on va dans la ville casser des biens du service public, des arrêts d'autobus, brûler des poubelles, brûler des voitures, tout ça parce qu'on a gagné, c'est de la barbarie. Alors, les juges ont quand même été interpellés. Par exemple, Amerka, 19 ans, 10 mois de prison avec sursis pour avoir distribué des mortiers avec sa voiture le soir. Avec sa voiture, il distribuait des mortiers à tout le monde. Il dit non, mais moi je les ai distribués pour faire la fête, pour célébrer la victoire du PSG. Les juges n'ont pas entendu de cette oreille, donc 10 mois de prison avec sursis. Hichem S, 10 mois de prison avec sursis pour avoir arraché une chaîne en or. Quelqu'un qui fêtait la victoire du PSG sur les Champs-Élysées, hop, il a été pris en flagrant délit, et 1 an de prison, dont 6 mois ferme pour Raphaël D, qui a traité les policiers, lui dit que non évidemment, de fils de pute, de nazis et de fascistes. Donc les magistrats ont su être sévères, voilà. Pour autant, les dégâts sont considérables, la justice est passée. Je pense que les sanctions auraient pu être beaucoup plus sévères que ça. Le sursis, c'est pas sévère. Et le sursis, voilà, c'est pas sévère. Donc il y a une condamnation, mais elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre selon certains responsables politiques, et ils ont raison. Quant aux commerçants, n'en parlons pas. Ceux qui ont leur vitrine dévastée, c'est la croix et la bannière pour avoir un remboursement, un dédommagement, parce que évidemment le constat doit venir des services publics. Et vous avez des compagnies d'assurance aujourd'hui qui, dans certains quartiers, aux Champs-Élysées ou à la porte de Saint-Cloud, eh bien résilient les contrats d'assurance parce que la zone est trop risquée. Il y a d'ailleurs à chaque fois qu'il y a une match de foot, et donc il y a aujourd'hui des commerçants qui non seulement ont des frais de réparation parce qu'ils ont dû fermer et qu'ils ont dû refaire leur devanture, et en plus ne sont pas sûrs d'être assurés. Donc on attend vraiment beaucoup de fermeté de la part de la justice pour que nos institutions fonctionnent et que ceux qui commettent des actes barbares soient un tout petit peu intimidés au moment de passer à l'acte. Le ministre de la Ville, du Logement, Vincent Jeanbrun, veut punir à sa façon les casseurs du samedi soir. On reste sur le même sujet. Oui, Gabriel Attal avait marqué les esprits avec sa célèbre mise en garde. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité. On t'apprend à la respecter. Des promesses vaines, évidemment, parce que la volonté politique, si la politique ne suit pas, on peut sortir toutes les plus belles punchlines, ça va pas loin. Eh bien, cette fois, c'est le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, qui a fait une déclaration explosive hier matin sur France Info. Il souhaite priver de logement social les casseurs qui en bénéficient. Selon lui, toute personne qui bénéficie de la solidarité nationale doit être exemplaire dans son comportement. Ça semble être une évidence, présentée comme ça, une déclaration qu'il avait pourtant déjà faite en octobre 2025 au sujet des familles de squatteurs, de trafiquants et de voyous. Eh ben, on attend toujours. Ça serait la moindre des choses, mais ça serait la moindre des choses. Quand vous vivez de l'argent, du soutien de la République, vous la respectez. Voilà. Si vous respectez pas la loi, eh bien, les avantages que vous avez, ils sont coupés. C'est comme ça dans n'importe quel pays, mais on se poserait même pas la question. Il y a qu'en France, on continue à se faire casser la gueule et on continue à donner de l'argent à ceux qui nous insultent. Enfin, c'est comme ça. L'autonomie de la Corse est débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un projet de réforme constitutionnelle très attendu. Oui, c'est un projet de loi constitutionnelle relatif à l'autonomie de la Corse qui est présenté à la Commission des lois de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Plus de 28 ans après l'assassinat du préfet, 4 ans après celui qui fut condamné pour ce crime, Yvan Colonna, puis la levée de ce tabou par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin sur l'autonomie de la Corse, qui est un vieux sujet. La Corse n'a jamais été aussi près d'obtenir ce statut d'autonomie, pourtant très banal, sur des îles du bassin méditerranéen. C'est vrai que la Sicile, la Sardaigne sont aussi des îles qui ont un statut particulier dans le cadre de la République italienne. Alors le texte va-t-il trop loin sur le pouvoir donné en matière législative et normative? Il y en a qui pensent que oui, évidemment, les Jacobins sont hirsutes. C'est sur ce curseur que toutes les attentions seront sans doute portées au cours de ces débats que je suppose un peu houleux. Ce texte propose concrètement de créer un nouvel article 72.5 dans la Constitution de 1958, consacré exclusivement à la Corse, et de lui conférer un statut d'autonomie en raison de ses intérêts propres, liés à sa communauté historique, linguistique et culturelle.
La collectivité de Corse pourrait ainsi adapter ou abroger des lois et règlements dans différents domaines précisés par une loi organique, à l'exclusion des missions régaliennes de l'État, évidemment. Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse pourraient être consultés sur le nouveau statut de l'île. Voilà. Alors, les Jacobins, je vous le disais, sont furieux, dans un état d'exaspération absolue, et parlent de dislocation de la République. Les mêmes Jacobins qui, pour la dislocation du Canada, sont tout à fait d'accord pour disloquer le Canada lorsqu'il s'agit de soutenir la légitime revendication de l'indépendance du Québec. Vous voyez, donc il y a 2 poids 2 mesures. On dirait, mais alors les Basques, les Bretons, les Alsaciens et les Savoyards, ancrés dans leur territoire et des territoires spécifiques, n'ont aucune raison d'accepter un traitement moins favorable que les Corses. Mais on verra bien. Pourquoi pas, aux élus, aux habitants d'en décider, selon les lois de la République. Faut toujours respecter les lois de la République, faut toujours être conforme aux institutions, mais voilà, il y a un droit, et aujourd'hui, on sait bien que si on est d'accord pour que l'Écosse ait son indépendance, les Catalans ont essayé de l'avoir aussi, ce sont des revendications légitimes de populations qui ont une histoire et un passé, il est tout à fait normal qu'elles essayent d'obtenir des statuts particuliers, une reconnaissance législative particulière, pour peu que ce soit dans le cadre de la loi, que ça soit été voté par le Parlement et adopté au suffrage universel par les citoyennes et les citoyens. Les urgences ne se portent pas mieux que l'an dernier, ça va de soi, et les temps d'attente battent tous les records, Perico. Ah, c'est une catastrophe. Tout ça a explosé. Il y a des chiffres terrifiants. Alors, on parle de 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures. Il y a des gens qui passent la nuit dans des couloirs. Le corps médical est affolé. Le ministère a été interpellé. Il y a des témoignages, évidemment, de patients. Le personnel soignant dit que c'est pas tenable. Vous imaginez l'ambiance dans une urgence où des gens attendent, c'est quelquefois pour des pathologies très graves, sans parler de ceux à qui on dit que on peut pas les prendre aujourd'hui, et puis quand on vous dit c'est fermé, là on peut pas vous prendre. Donc voilà, situation absolument dramatique qui n'est pas celle d'une démocratie comme la France. Je parle bien de démocratie parce que c'est un droit minimum. On a des institutions, on a un ministère de la Santé, on a un corps médical qui est composé de gens extrêmement compétents, et tout ça est désorganisé parce que la partie administrative de l'autre santé est faite en dépit du bon sens. Donc c'est un très mauvais signe. C'est un peu comme les conditions des détenus dans les prisons et pour les personnels pénitentiaires. Les urgences, c'est ce qui témoigne de l'état d'un pays. Eh bien, les urgences de la France aujourd'hui, elles témoignent que la France est très malade et que surtout au niveau de l'État, on a des gens qui sont particulièrement irresponsables aux commandes de cette grande institution. Les eurodéputés et les États européens ont trouvé un accord hier soir pour durcir la politique migratoire de l'Union européenne. Mais il était temps, Maud. Avec la possibilité de créer des centres à l'étranger où renvoyer les migrants illégaux. C'était Giorgia Meloni qui avait fait cette proposition et qui l'avait elle-même appliquée d'ailleurs en envoyant des migrants illégaux en Albanie. Elle avait été vivement critiquée, mais finalement l'Union européenne, dépassée par l'immigration illégale, a décidé de lui donner une chance. Elle devrait être votée la semaine prochaine. Certains pays européens comme le Danemark, l'Autriche ou l'Allemagne commencent déjà à imaginer où installer ces centres. Par exemple au Rwanda, en Ouganda ou en Ouzbékistan. Il faudra quand même du temps aux États pour développer ces projets, en accord avec les pays tiers qui les accueilleraient. Quant à la France, elle s'est montrée plutôt sceptique. L'Espagne s'y est opposée au prétexte d'une menace pour le respect des droits humains. Le renvoi des migrants contre leur gré serait aussi accompagné d'une durée d'interdiction d'entrée dans l'Union européenne allongée à 10 ans, voire 20 ans, contre 5 ans actuellement. Aujourd'hui, environ 20% des décisions d'expulsion aboutissent réellement. Avec les nouvelles règles, l'Union européenne disposerait d'un meilleur contrôle pour garantir que les retours soient effectués. À suivre. Il aura fallu du temps, hein. Et c'est pas fait encore. On n'est pas au bout de nos peines, on est d'accord. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal sort son livre aujourd'hui intitulé La Légende. Il revient sur sa détention et critique aussi bien l'Algérie que la France. Oui, après son départ mouvementé de chez Gallimard, Boualem Sansal est de retour en librairie chez Grasset. L'écrivain franco-algérien y publie ce mardi 2 juin La Légende, un livre sur sa détention en Algérie qui a déjà fait couler beaucoup d'encre en plaçant son auteur au centre des polémiques diplomatiques, intellectuelles et politiques. Il disait « J'étais le prisonnier du président ». Si l'écrivain franco-algérien ne cite aucun nom, celui-ci se montre particulièrement sévère contre son ancien éditeur Gallimard et plusieurs titres de presse dans le monde. La Légende n'est pas un livre neutre, c'est un livre de combat. Il nomme, il accuse, écrit Boualem Sansal dans cet ouvrage de 240 pages. L'octogénaire y met en cause le régime algérien ONI, qui l'a placé derrière les barreaux pendant 361 jours, et l'a condamné à 5 ans de prison avant de gracier. Boualem Sansal explique pourquoi il aurait préféré que Paris engage un rapport de force avec le pouvoir algérien pour obtenir la libération plutôt que de privilégier la négociation diplomatique, quitte à rester et à mourir en prison, affirme-t-il. Voilà. Il parle de ceux qui l'ont poignardé. À lire absolument. Il y va pas par le dos de la cuillère et il dit ce qu'il pense. Je pense que le dossier n'est pas clos.
On termine avec le traditionnel anniversaire d'une personnalité politique. Cette fois, Perico, je vais vous donner 3 indices pour deviner de qui il s'agit. À 10 ans, il assiste à son premier meeting, celui de François Mitterrand. Ça vous donne un petit indice sur sa génération. En 2001, il devient maire de Cherbourg, un mandat qui va durer 11 ans. Mais c'est en 2002 que débute sa notoriété nationale à cause de l'attentat de Karachi, puisqu'il devient rapporteur de la mission d'information parlementaire sur l'attentat, dans lequel sont morts 11 salariés français de la direction des constructions navales. Qui est-ce ? Je pense à Bernard Cazeneuve. Exactement. Bernard Cazeneuve fête ses 63 ans et on attend toujours de savoir s'il sera candidat en 2027. Bon anniversaire, monsieur le Premier ministre. Hein. Bon, mais Cherbourg est une très belle ville aussi. Je suis toujours épaté par la façon, son français, son élocution impeccable, sa petite pochette. Voilà, c'est quelqu'un qui. C'est le Parti socialiste à l'ancienne. Il est nickel chrome, voilà, avec une diction. Allez, la suite. Il était brigadier dans un quartier chaud de Paris à la BAC 18. Il a été jugé et condamné à tort. Karim Mamèche sera notre invité dans un petit instant sur Sud Radio. Si vous souhaitez l'interpeller, lui poser vos questions, 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, la France dans tous ses états.